je voudrais vous parler d'un homme. On le surnommait le vampire hongrois ou encore le tueur au baril et il a mis l'Europe dans une paranoïa totale. Bélakis voit le jour le 28 juillet 1877 en Hongrie. Issu de la classe moyenne, il grandira tranquillement à la campagne. Légèrement scolarisé, il entamera une formation de ferblantier qui sera entrecoupée par un service militaire obligatoire bien relou. En fin de retour, il deviendra un ferronnier reconnu. Mais malgré sa réputation, il trouve qu'il gagne pas assez d'argent. Non, Béla, lui, il voit les choses en grand. Maintenant, il veut profiter à fond de sa liberté et vivre à l'américaine. En 1903, il a une idée. Pas forcément légale, mais une idée. Il publie une petite annonce dans le journal de Budapest où il donne un faux nom et se prétend veuf. Son but, entretenir une correspondance avec de riches femmes célibataires, gagner leur confiance pour ensuite leur soutirer de l'argent. Sachant que Béla est plutôt bel homme avec une bonne situation, il se dit que ça va marcher. Alors oui, l'argent c'est sa première motivation. Mais à force d'être adulé par ces femmes, il commence à se découvrir un petit plaisir coupable pour la manipulation et la domination. À cette époque, des femmes célibataires qui cherchent un bon parti à marier, il y en a la masse. Si bien que quelques mois après, il décide carrément d'abandonner la ferronnerie pour consacrer tout son temps à ça. Du coup, il reçoit des dizaines et des dizaines de réponses de tout le pays. Et après, il trie, il prend les plus riches, les plus belles, et il se fait des petits dates à Budapest. Je vous rappelle qu'il est blond, aux yeux bleus, athlétique, cultivé, il a plus qu'à leur sortir sa plus belle déclaration d'amour et hop, demande en mariage. Sauf que, et c'est là où c'est tordu, il arrive à les convaincre d'avancer l'argent pour les fiançailles. Et évidemment, dès qu'il a les thunes, pouf, il disparaît, il s'envole, il se dissipe, il se vaporise, bref, il dégage. Et ça fonctionne même très bien. À force de briser des petits cœurs et de vider des gros comptes, il devient riche. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il va continuer comme ça pendant des années. Jusqu'à Marie. En 1911, il rencontre donc Marie, 20 ans, jeune et jolie, et pour la première fois, il tombe vraiment amoureux. Et il veut vraiment l'épouser. Et ça va vraiment arriver. Le jeune couple s'installe dans une petite banlieue de Budapest et Béla reprend son activité de ferronnier. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, Marie, elle s'ennuie. On sait pas si elle s'est mariée pour la moula de Béla, mais très vite, elle a envie de plus. Elle se trouve donc un petit artiste pas piqué des hannetons, Paul Biary. Bon, autant vous dire que Béla, toujours dans le contrôle, il se rend vite compte qu'il y a anguille sous roche. Alors, comme tout bon psychopathe, il la suit. Il la stalk. Et il voit la femme de sa vie se faire farcir le jambon par un autre mec. Là, il pète un plomb. Ça a toujours été lui qui rejetait les femmes. C'est l'humiliation ultime. Il va donc très logiquement planifier sa petite vengeance. Il s'arrange pour faire croire à Marie qu'il sera pas là pendant plusieurs jours dans l'espoir qu'elle invite son amant. Évidemment, c'est ce qu'elle fait, ils étaient pas prêts. Béla déboule là-dedans, armé d'une masse, et il fracasse les deux jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Quand ils se réveillent, ils sont tous les deux ligotés. Béla commence les festivités avec Paul. Il lui passe une corde autour du cou, il la balance au-dessus d'une poutre, et il le hisse lentement. Marie aura donc tout le privilège de regarder agoniser son amant, tout en sachant que ce sera après son tour. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Béla a désormais 2 corps dans son salon qui pendouillent. Faut s'en débarrasser. Il aperçoit ses tonneaux d'essence dans le fond de son jardin. Il décide de glisser les corps dedans. Bien sûr, pour ne pas éveiller les soupçons et pour toujours avoir un œil dessus, il remet ses barils là où ils étaient. Bon, par contre, maintenant, il faut expliquer à l'entourage pourquoi il est seul et pourquoi Paul Biary n'est plus en ville. Au fond, il va pas trop mentir. Excepté une fois au chalet. Ma femme est partie avec son amant, il a le bon rôle. Mais son entourage remarque quelques changements. Lui, qui était bienveillant, respectueux envers les femmes, a maintenant des propos souvent misogynes. Et chose étrange, il parle maintenant beaucoup de sa nouvelle passion, les sciences occultes. Il devient complètement obsédé par le surnaturel, les fantômes, les morts vivants. Il se rend vite compte que ça plaît en plus. Les gens adorent ces théories interdites. Oh oui, les femmes surtout. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, une certaine Louisa fait la rencontre d'un charmant jeune homme au cinéma. Ce dernier sympathise et l'invite dans son appartement pour lui lire les lignes de la main. Je pense que vous le sentez venir, ce type, c'est Béla. Il lui offre à boire en lui disant que cette boisson lui permettra d'ouvrir ses chakras, etc. Évidemment, petit GHB de l'époque, Louisa tombe dans les pommes et quand elle revient à elle est allongée au beau milieu d'un parc et elle n'a plus rien sur elle. Enfin, je veux dire, ses vêtements, oui, mais bijoux, argent, y a plus. Elle arrivera tant bien que mal à trouver un officier de police, mais elle se rendra vite compte qu'avec les drogues, elle est incapable de retrouver l'adresse. Louisa sera la première victime d'une longue série d'agressions qui s'étendra sur plusieurs années à Budapest. Béla reprendra donc ses petites annonces de rencontres, mais sous le pseudonyme de Hoffman. Sauf que là, il se casse plus le cul avec mariage, promesse de bidule. Non, là il va à l'essentiel, il promet qu'il est amoureux, il les invite à vivre chez lui, et dès la première nuit, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est un vrai sadique. D'après les corps qu'on a retrouvés, on sait qu'il aime prendre son temps. Il les frappe, les étrangle jusqu'à évanouissement. Il prolonge parfois l'agonie pendant des heures, voire des jours entiers, en les gardant captives. Une fois mortes, il les suspend par les pieds et leur fait 2 entailles dans le cou pour les vider de leur sang. Et encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il faisait ça. Trip vampire, rituel occulte, pour une offrande ou un sacrifice. Aucune idée. En quelques années avec ses annonces, il recueille pas moins de 174 demandes en mariage. Il en escroquera 74 et en tuera une 30. Vincent, le compte est bon. Il agit en
toute impunité. Les victimes s'accumulent, mais pas de corps, donc pas d'enquête. Et personne dans son voisinage ne se doute de quoi que ce soit. Il voit bien qu'il enchaîne les rencontres, mais c'est carrément normal. Je me répète, mais il a une image impeccable. Élégant, gentil, cultivé, charmeur. Bella, il a tellement confiance en sa réputation qu'il se paye même le luxe d'embaucher une femme de ménage. Madame Simcoe. C'est vrai que c'est risqué, mais sans plus aucune tâche ménagère, il a full time pour se consacrer à son petit hobby. Mais une fois encore, l'histoire avec le grand H va le déloger. 1914, la Première Guerre mondiale éclate. À 37 ans, Bella fait partie des hommes de réserve de l'armée hongroise. Il est donc réquisitionné pour aller au front. Il confie sa maison à Madame Simcoe et rejoint l'armée. Des millions de soldats ont péri au combat durant cette guerre et d'autres millions ont été faits prisonniers ou sont portés disparus. C'est donc logique que suite au silence radio de Bella, son propriétaire décide de chercher un nouveau locataire. La suite, vous vous en doutez, pendant le nettoyage de la maison, le proprio ouvre un baril. Et c'est le commissaire Charles Nagy qui se voit confier l'affaire. Il arrive sur place et direct il fait ouvrir tous les barils. Les policiers n'ont jamais vu ça. Ils découvrent cadavre sur cadavre. Au total, entre 24 et 30 corps. 1974. Tous des ex de Bella, à une exception près, Paul Béhari. Après ça, le commissaire Nagy décide de fouiller la maison. Et dans le bureau, il trouve toutes les correspondances, toutes les lettres. Il comprend immédiatement qu'il a affaire à un tueur ultra prolifique qui se fait appeler Hoffman. Il contacte aussitôt l'armée hongroise pour tenter de retrouver la trace de Bella ou Hoffman. Peut-être qu'il a encore en vie au front ou alors il a déserté. Il faut s'assurer que Bellakis ne fasse plus aucune victime. On envoie ses descriptions à tous les hôpitaux, à toutes les bases militaires et même aux avant-postes. Il y a bien quelqu'un qui l'a croisé. Parallèlement à l'enquête, les habitants du quartier apprennent eux aussi la vérité. Leur charmant et sympathique petit voisin ferronnier a la réputation impeccable et est un tueur en série. À quoi ? Et le détail des 2 trous dans le cou des victimes fait naître une rumeur. Bellakis serait un vampire. Alors il faut savoir que dans le folklore hongrois, les histoires glauques, c'est monnaie courante. Au XVIIe siècle, c'est quand même eux qui ont la délicieuse Elisabeth Báthory. Vous savez, la comtesse qui kidnappait des jeunes femmes, les vidait de leur sang, s'en faisait des petits bains pour espérer obtenir la jeunesse éternelle. Et avant ça, en Roumanie, juste à côté, c'était Vlad Tepes qui était le boss du game, surnommé Vlad l'Empaleur. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, les gens y sont sûrs, Bellakis, c'est un vampire. Et on se dit avec le recul que Bella, même lui, il a dû y croire. En 1914, le Dracula de Bram Stoker est sorti il y a même pas 15 ans. Vous savez, cet homme bien sous tout rapport qui séduit des femmes avant de boire leur sang et de les tuer? Coïncidence? Je ne pense pas. Malheureusement, ces rumeurs prennent de l'ampleur et compliquent aussi la tâche du commissaire Nagy. Mais parmi cette multitude de pistes moisies, il reçoit une lettre d'un hôpital serbe. Cette lettre lui confirme qu'ils avaient bien un patient qui s'appelait Bellakis, mais il est mort de la typhoïde. Nagy se rend immédiatement sur place pour enfin valider la mort du tueur. Il est conduit à la morgue de l'hôpital où on lui présente un cadavre d'une 20aine d'années. Sauf que Bella, il devrait avoir plus de 40 ans. Alors c'est qui ce type? Nagy se plonge dans les registres de l'hôpital et fait une découverte étrange. Il trouve le dossier d'un patient qui correspond pile poil à la description de Bella, mais il est enregistré sous un autre nom. On soupçonne que la rumeur du vampire de Budapest a dû atteindre les oreilles de Bella. Lui a échangé son dossier avec un autre, pris l'identité de ce patient et fuit. Nagy reprend donc la traque de 0. Mais avec un gros handicap, Bella a pu parcourir des centaines de bornes, voire même a pu changer d'identité encore et encore pendant 20 ans. Certains diront l'avoir vu au bras d'une femme, au détour d'une rue, et même à New York, en tant que concierge avec un fort accent slave. Le mec deviendra le mythe du vampire contemporain et laissera planer l'horreur à son sujet. Et la légende s'éteindra avec les années et on l'oubliera. On suppose qu'il est mort dans l'anonymat la plus totale.